l'univers est en train de mourir. Pas dans un sens poétique, pas comme une image pour faire joli, au sens le plus littéral, le plus physique, le plus mesurable du terme. En ce moment précis, pendant que vous lisez ces mots, l'univers s'éteint, lentement, irréversiblement, et le pire, c'est qu'on sait exactement comment. On a la date approximative, on a le mécanisme, on a même le nom du processus qui le tue. Et tout a commencé par une découverte qui a tellement surpris ceux qui l'ont faite qu'ils ont d'abord cru à une erreur. Imaginez, vous lancez une pierre en l'air. Vous savez ce qui va se passer? Elle monte, elle ralentit, elle retombe. C'est la gravité. Elle freine tout ce qui s'éloigne. Pendant tout le XXe siècle, les astronomes étaient convaincus que l'univers faisait exactement la même chose. Il était né dans une explosion, le Big Bang, et depuis il s'étendait, comme les éclats d'une grenade. La seule question qui restait, c'était de savoir à quelle vitesse cette expansion ralentissait, car la gravité de toute la matière devait, forcément, finir par la freiner. Personne ne se demandait si l'univers ralentissait. On se demandait seulement de combien. Si ce genre de questions vous fascine autant qu'elle vous donne le vertige, abonnez-vous à cette chaîne. Ce qui va suivre est un voyage jusqu'à la toute dernière seconde du temps. Et je ne veux pas que vous le quittiez en chemin. Parce que cette histoire n'est pas seulement celle de la fin de l'univers. C'est aussi celle de votre place dans cet univers. De la chance inouïe que vous avez de vivre maintenant, à cet instant précis de l'histoire cosmique, plutôt qu'à n'importe quel autre moment. Vous allez comprendre que nous habitons les premiers instants d'une aube qui paraît éternelle, mais qui ne l'est pas. Et que la lumière que nous tenons pour acquise, les étoiles dans le ciel, la chaleur du soleil, tout cela appartient à une jeunesse de l'univers qui ne reviendra jamais. Je veux que vous gardiez cette tension à l'esprit tout au long de ce voyage, parce qu'elle en est le cœur. D'un côté, nous allons descendre, étape par étape, jusqu'au fond le plus glacé et le plus désolé du futur, jusqu'à un état de l'univers si vide, si mort, qu'il défie toute représentation. C'est une plongée dans le noir, et je ne vais rien vous épargner. De l'autre côté, plus nous descendrons dans cette nuit future, plus la lumière de notre présent vous apparaîtra précieuse, rare, miraculeuse. Les deux mouvements vont ensemble. On ne peut pas mesurer le prix de ce que l'on a sans regarder en face ce que l'on va perdre. C'est en contemplant l'immensité de l'obscurité à venir que l'on comprend la valeur inestimable de l'aube dans laquelle nous vivons. Alors ne fuyez pas devant la noirceur de ce qui suit. Elle n'est pas là pour vous accabler. Elle est là pour vous faire lever les yeux, à la fin, avec un regard neuf, sur un ciel que vous croyez connaître. Beaucoup de gens préfèrent ne pas penser à la fin de l'univers, comme on préfère ne pas penser à sa propre mort. Mais ceux qui osent regarder en face les grandes échéances en reviennent, presque toujours, non pas désespérés, mais étrangement apaisés, et bien plus attentifs à la beauté de l'instant. C'est exactement le voyage que je vous propose. Un aller-retour, de la lumière d'aujourd'hui jusqu'à la nuit finale, et retour à la lumière, transformée. Car en 1998, deux équipes de chercheurs rivales se lancent dans la mesure de ce fameux ralentissement. Elles utilisent des explosions d'étoiles lointaines comme repères pour mesurer la vitesse de l'expansion à différentes époques du passé. Et là, le choc? Les chiffres ne montrent aucun ralentissement. Au contraire, l'expansion ne freine pas, elle accélère. La pierre lancée en l'air, au lieu de retomber, monte de plus en plus vite. Comme si une force inconnue, tapie dans le vide lui-même, poussait l'univers à se dilater toujours plus fort. Les chercheurs ont vérifié, revérifié, traqué l'erreur pendant des semaines. Il n'y avait pas d'erreur. L'univers accélérait bel et bien sa propre dilatation. Et cette accélération est, aujourd'hui, l'indice le plus solide que nous ayons sur la manière dont tout finira. Il faut imaginer l'état d'esprit de ces chercheurs au moment de la découverte, parce qu'il dit beaucoup sur la manière dont la science avance. Ils ne cherchaient pas l'accélération. Ils ne l'attendaient pas. Ils ne l'espéraient même pas. Ils étaient partis mesurer de combien l'expansion ralentissait, persuadés de ne débattre que d'un chiffre. Trouver le contraire, c'était un peu comme lâcher une pomme et la voir tomber vers le ciel. Le premier réflexe, le réflexe sain, n'est pas de crier à la révolution. C'est de se dire qu'on a fait une erreur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont soupçonné leurs instruments, leurs calculs,
la poussière interstellaire qui aurait pu fausser la luminosité de leurs supernovae, 1000 sources d'erreurs possibles. Ils ont retourné le problème dans tous les sens. Ce qui a fini par les convaincre, et par convaincre le reste de la communauté scientifique, c'est précisément qu'ils étaient deux équipes indépendantes. Deux groupes qui ne s'aimaient pas particulièrement, qui se surveillaient du coin de l'œil, qui auraient été ravis de prendre l'autre en défaut. Et ces deux groupes, avec des données différentes, des méthodes parfois différentes, sont arrivés au même résultat impossible. En science, c'est la signature de la vérité. Une erreur isolée se corrige. Une erreur commune à deux enquêtes indépendantes qui se méfient l'une de l'autre, c'est beaucoup moins crédible qu'un fait réel. Peu à peu, le doute a cédé. Non pas parce qu'on aimait le résultat, mais parce qu'on ne parvenait pas à le faire disparaître. Et c'est ainsi que l'idée la plus dérangeante de la cosmologie moderne s'est imposée, non par séduction, mais par résistance à toutes les tentatives de la réfuter. Mais pour comprendre comment tout finit, il faut d'abord comprendre cette force invisible qui a fait trembler, en 1998, les certitudes de toute une discipline. Une force qui représente, à elle seule, plus des 2/3 de tout ce qui existe, et dont nous ignorons encore, à cette heure, la nature profonde. Revenons sur cette découverte de 1998, parce qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Deux équipes, donc, travaillaient en parallèle et en concurrence. La première s'appelait le Supernova Cosmology Project, dirigé par un physicien nommé Saul Perlmutter. La seconde, la IZ Supernova Search Team, réunissait notamment Brian Schmidt et Adam Ries. Ces deux groupes se livraient une course discrète mais acharnée pour mesurer la géométrie de l'univers. Et le plus remarquable, c'est qu'ils sont arrivés séparément à la même conclusion stupéfiante. Quand deux équipes rivales, utilisant leurs propres données, en venant de directions différentes, tombent sur le même résultat impossible, on cesse de croire à une erreur. On commence à croire à une vérité. En 2011, Perlmutter, Schmidt et Ries recevront le prix Nobel de physique pour cette découverte. C'est donc bien un prix Nobel, ou plutôt 3, qui ont mis au jour le mécanisme de la mort de l'univers. Mais comment, concrètement, mesure-t-on l'expansion de l'univers dans le passé lointain? La clé, ce sont ces explosions d'étoiles dont je vous parlais, et plus précisément un type très particulier, qu'on appelle les supernovas de type Ia. Ces explosions ont une propriété précieuse. Elles brillent toutes, au sommet de leur éclat, avec à peu près la même puissance intrinsèque. Ce sont des bougies standards. Et quand vous connaissez la luminosité réelle d'une bougie, sa luminosité apparente vous dit à quelle distance elle se trouve. Une bougie qui paraît faible est loin, une bougie qui paraît vive est proche. En observant des centaines de ces supernovae à différentes distances, donc à différentes époques, puisque leur lumière a mis des milliards d'années à nous parvenir, les chercheurs ont pu reconstituer l'histoire de l'expansion. Et cette histoire racontait l'accélération. Mais pourquoi ces explosions précises brillent-elles toutes avec la même puissance? La raison est magnifique, et elle tient à un seuil physique d'une régularité presque parfaite. Une supernova de type Ia naît de la mort d'une naine blanche, ce cadavre dense d'une étoile ordinaire, qui aspire la matière d'une étoile compagne voisine. La naine blanche grossit, jusqu'à atteindre une limite très précise de masse, environ 1,4 fois la masse du Soleil, qu'on appelle la limite de Chandrasekhar, du nom de l'astrophysicien indien qui l'a calculée. À cette masse exacte, la naine blanche ne peut plus se soutenir, et elle explose. Comme toutes ces explosions se déclenchent au même seuil, elles libèrent à peu près la même énergie, et brillent donc avec à peu près le même éclat. C'est la nature elle-même qui a fabriqué des bougies calibrées, dispersées dans tout l'univers, à la disposition de qui sait les lire. Cette régularité est si fiable qu'une supernova de type Ia, au sommet de son éclat, peut briller autant que des milliards de soleils, autant qu'une galaxie entière, ce qui les rend visibles à des distances colossales, à travers des milliards d'années-lumière. C'est ce qui en fait des sondes idéales pour explorer le passé profond de l'univers. Chaque supernova observée est une page d'histoire. Sa distance nous dit, quand elle a explosé, et la façon dont sa lumière a été étirée par l'expansion nous dit de combien l'univers s'est dilaté depuis. En assemblant des centaines de ces pages, les deux équipes ont pu lire, littéralement,
le rythme de l'expansion à travers les âges. Et ce rythme s'accélérait. La nature avait laissé, dans la lumière des étoiles mourantes, le récit de sa propre fin à venir. Il suffisait d'apprendre à le déchiffrer. Alors, qu'est-ce qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite? On a donné un nom à cette force, un nom magnifique et inquiétant, qui est surtout l'aveu de notre ignorance, l'énergie noire. Attention, n'allez pas la confondre avec la matière noire, qui est une toute autre chose. La matière noire, c'est de la matière invisible qui attire par sa gravité. Elle freine, comme toute matière. L'énergie noire, elle, fait l'inverse, elle repousse. Elle dilate l'espace lui-même. Et le plus vertigineux, c'est sa quantité. Quand on fait les comptes de tout ce que contient l'univers, on trouve que la matière ordinaire, celle dont vous êtes fait, dont sont faites les étoiles, les planètes, tout ce que vous avez jamais vu ou touché, ne représente qu'environ 5% du total. La matière noire en représente près de 27%. Et tout le reste, plus des 2/3, environ 68% de l'univers, c'est cette énergie noire dont nous ne savons presque rien. Autrement dit, la chose qui domine l'univers, qui décide de son destin, qui le tue lentement, est aussi la chose que nous comprenons le moins. Que pourrait être cette énergie noire? L'hypothèse la plus simple, la plus naturelle, c'est qu'il s'agit d'une énergie du vide lui-même. Cela peut sembler absurde. Comment le vide, le rien, pourrait-il contenir de l'énergie? Mais selon la physique quantique, le vide n'est pas vraiment vide. Il bouillonne en permanence de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en un instant, dans une agitation incessante à l'échelle la plus infime. Ce grouillement confère au vide une énergie propre, et cette énergie pourrait être la poussée répulsive que nous observons. L'idée est élégante. Elle relierait la plus grande structure de l'univers, son expansion, à sa plus petite échelle, le frémissement quantique du vide. Sauf qu'il y a un problème. Un problème colossal que certains physiciens considèrent comme la pire prédiction de toute l'histoire de la physique. Quand on essaie de calculer la quantité d'énergie que devrait contenir le vide d'après la théorie quantique, on obtient un chiffre gigantesque, démesuré. Et quand on le compare à la quantité d'énergie noire réellement observée dans l'univers, l'écart est ahurissant. La théorie surestime la réalité par un facteur de l'ordre de 10 puissance 120. 1 suivi de 120 zéros. C'est, de très loin, le plus grand désaccord entre une prédiction théorique et une mesure dans toute la science. Soit notre compréhension du vide quantique est profondément incomplète, soit un mécanisme inconnu annule presque parfaitement cette énergie, en laissant juste la petite fraction qui pousse l'univers. Personne ne sait. Ce mystère porte un nom, le problème de la constante cosmologique, et il reste l'une des plus grandes énigmes ouvertes de la physique contemporaine. La force qui décide de la mort de l'univers est aussi le plus grand trou dans notre savoir. Cette énergie noire n'est d'ailleurs pas une idée entièrement nouvelle. Son ancêtre remonte à Albert Einstein lui-même et à l'une des histoires les plus savoureuses de l'histoire des sciences. Quand Einstein, en 1917, applique sa toute nouvelle théorie de la relativité générale à l'univers entier, il se heurte à un problème. Ces équations lui disent que l'univers ne peut pas rester immobile, il doit soit se contracter, soit s'étendre. Or, à l'époque, tout le monde, Einstein compris, croyait l'univers éternel et statique. Alors, pour forcer ces équations à décrire un univers immobile, Einstein ajoute à la main un terme supplémentaire, une sorte de force répulsive qui contrebalance la gravité. Il l'appelle la constante cosmologique et la note avec la lettre grecque lambda. Comprenez bien ce qu'Einstein a fait là, car c'est révélateur de la puissance et de la fragilité de l'esprit humain face à l'univers. Sa théorie de la relativité générale est l'une des plus belles constructions de toute la science. Elle décrit la gravité non plus comme une force, mais comme une courbure de l'espace et du temps, creusée par la matière et l'énergie. Cette théorie, vérifiée 1000 fois depuis, lui disait la vérité sur l'univers. Elle lui disait que l'univers était dynamique, vivant, en mouvement. Mais Einstein, comme tous ses contemporains, était prisonnier d'un préjugé tenace, la conviction que l'univers dans son ensemble devait être immuable, fixe, identique de toute éternité. Plutôt que de croire ses propres équations, il a préféré les corriger pour les accorder à son préjugé. Il a laissé sa croyance l'emporter sur sa mathématique.
C'est l'un des plus grands esprits de l'histoire qui, sur ce point, a manqué de confiance en sa propre découverte. On rapporte souvent qu'Einstein aurait plus tard qualifié cette constante de plus grande erreur de sa vie, et l'anecdote est belle, même si certains historiens doutent qu'il ait employé exactement ces mots. Mais qu'il l'ait dit ou non, l'idée est juste. En ajoutant la constante cosmologique, il s'était privé de la plus spectaculaire des prédictions, celle de l'expansion de l'univers, qui aurait couronné sa théorie. L'ironie de l'histoire, c'est que ce terme qu'il croyait être une rustine inutile s'est révélé, des décennies plus tard, décrire peut-être la chose la plus importante de tout l'univers. Einstein avait introduit lambda pour de mauvaises raisons, pour figer un univers qui ne l'était pas. Et lambda est revenu, par la grande porte, pour décrire un univers en accélération qu'il n'avait pas imaginé. Parfois, en science, on a raison par accident et tort en croyant avoir tort. Et voici la chute de l'histoire. Quelques années plus tard, l'astronome Edwin Hubble découvre que l'univers n'est pas du tout statique. Il s'étend bel et bien, exactement comme les équations originales d'Einstein le prédisaient avant qu'il ne les bricole. Einstein aurait pu prédire l'expansion de l'univers. Il avait la prédiction sous les yeux, dans ses propres équations, et il l'a effacée par excès de prudence. On raconte qu'il a alors qualifié sa constante cosmologique de plus grande erreur de sa vie. Sauf que l'histoire a un dernier rebondissement, le plus ironique de tous. Car en 1998, quand on découvre l'accélération de l'univers, on s'aperçoit qu'il faut justement un terme répulsif dans les équations pour la décrire. Le même genre de terme qu'Einstein avait inventé puis renié. Sa plus grande erreur n'en était peut-être pas une. L'énergie noire ressemble beaucoup à cette constante cosmologique ressuscitée d'entre les morts. Mais que l'on parle de constante cosmologique ou d'énergie noire, le résultat est le même, et il est implacable. Une force tapie dans le vide pousse l'espace à s'étendre, et cette poussée ne faiblit pas avec le temps. C'est là le point crucial, celui qui scelle le destin de l'univers. La matière, elle, se dilue à mesure que l'espace grandit. Plus l'univers s'étend, moins il y a de matière par unité de volume, donc moins de gravité pour freiner. Mais l'énergie noire, si elle est bien une constante, ne se dilue pas. Chaque mètre cube d'espace vide en contient la même quantité, hier, aujourd'hui, et dans 100 milliards d'années. Donc, plus l'univers grandit, plus il y a d'espace, et plus il y a d'espace, plus il y a d'énergie noire au total, et plus la poussée devient irrésistible. C'est un emballement, une fuite en avant. L'univers fabrique, en s'étendant, la force même qui l'étend toujours davantage. Une image peut aider à sentir cette différence cruciale entre la matière et l'énergie noire. Imaginez une pièce remplie de gens qui se tiennent par la main, c'est la gravité de la matière qui rassemble. Maintenant, agrandissez la pièce. Si vous l'agrandissez, les gens, en nombre fixe, se retrouvent plus dispersés, leurs mains finissent par se lâcher, leur influence mutuelle faiblit. C'est la matière qui se dilue. Mais imaginez à présent que le sol lui-même de cette pièce exerce une poussée et que chaque mètre carré de sol pousse avec la même force. Alors, plus vous agrandissez la pièce, plus il y a de sol, donc plus il y a de poussée totale. La poussée ne faiblit pas avec l'agrandissement, elle grandit avec lui. Voilà la différence radicale. La matière perd du terrain à chaque dilatation, l'énergie noire en gagne. Le combat entre les deux était serré au début de l'univers, quand la matière était dense et dominait. Mais il était joué d'avance. À mesure que l'espace grandissait, la matière s'effaçait et l'énergie noire montait en puissance. Et l'on peut même dater le moment où la bascule a eu lieu. Pendant les premiers milliards d'années, la matière l'emportait et l'expansion ralentissait effectivement, comme on l'avait cru. Puis, il y a environ 6 milliards d'années, l'énergie noire est devenue dominante et l'expansion a commencé à accélérer. Nous vivons donc déjà du mauvais côté de cette bascule, dans un univers où c'est l'énergie noire qui mène la danse, et qui la mènera de plus en plus seule. Le ralentissement initial appartient au passé. Désormais, et pour toujours, c'est l'accélération qui commande. Le destin de l'univers n'est plus une question ouverte, suspendue à un équilibre fragile. La balance a déjà penché, irrévocablement, du côté de la dispersion et du front. Prenez bien la mesure de ce que cela implique. Cela signifie que l'expansion ne s'arrêtera jamais. Pendant des décennies,
Les cosmologistes ont débattu pour savoir si l'univers finirait par s'effondrer sur lui-même dans un grand écrasement ou s'il s'étendrait pour toujours. La découverte de l'énergie noire a tranché ce débat, sans doute pour de bon. L'univers ne s'effondrera pas. Il continuera de s'étendre de plus en plus vite, en se vidant, en se refroidissant, en se diluant, jusqu'à un état final dont nous allons maintenant explorer chaque étape. Et la première chose à comprendre, la plus contre-intuitive peut-être, c'est que cette mort ne ressemblera pas à une explosion ni à un cataclysme. Elle ressemblera à une lente disparition, à un effacement, à un ciel qui, étoile après étoile, galaxie après galaxie, devient noir. Car la première conséquence de cette accélération est, à elle seule, l'une des idées les plus solitaires que la science ait jamais formulées. Elle dit que l'univers est en train de se déchirer en morceaux qui ne se reverront plus jamais, et que dans un futur lointain, n'importe quel être vivant qui lèvera les yeux vers le ciel le trouvera presque entièrement vide. Pour comprendre cette solitude qui vient, il faut saisir une chose étrange sur la façon dont l'espace s'étend. L'expansion n'écarte pas les objets qui sont liés entre eux par la gravité. La Terre ne s'éloigne pas du Soleil. Notre galaxie ne se disperse pas. À petite échelle, la gravité l'emporte largement sur la poussée de l'énergie noire et tout ce qui est lié le reste. Ce qui s'éloigne, ce sont les grandes structures non liées, les amas de galaxies très distants les uns des autres. Entre eux, l'espace gonfle et plus la distance est grande, plus la vitesse d'éloignement est élevée. À partir d'une certaine distance, cette vitesse d'éloignement dépasse même la vitesse de la lumière. Cela peut sembler interdit, mais ce n'est pas un objet qui dépasse la lumière. C'est l'espace lui-même qui s'étire entre nous et lui, et l'espace, lui, n'a pas de limite de vitesse. C'est un point que beaucoup de gens trouvent troublant, alors prenons le temps de le clarifier, parce qu'il est au cœur de la solitude qui vient. La fameuse limite de la vitesse de la lumière, posée par Einstein, interdit à un objet de se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. Mais elle ne dit rien sur la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut grandir. Une galaxie lointaine ne fonce pas à travers l'espace. Elle est à peu près immobile dans son coin. Ce qui l'éloigne de nous, c'est la création continue d'espaces neufs entre elle et nous. Imaginez deux fourmis posées sur un élastique qu'on étire. Aucune des deux ne marche, et pourtant elles s'éloignent. Et si l'élastique s'étire assez vite, elles peuvent s'éloigner plus vite que la fourmi la plus rapide ne pourrait jamais courir. C'est exactement ce qui se passe avec les galaxies très distantes. Ce n'est pas une course. C'est l'élastique de l'espace qui s'allonge entre elles. Cette distance critique, au-delà de laquelle l'éloignement dépasse la vitesse de la lumière, et l'objet devient à jamais inaccessible, définit ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. C'est une frontière étrange, car ce n'est pas un mur. On pourrait, en théorie, voyager vers une galaxie qui vient de la franchir, mais on ne la rattraperait jamais, car l'espace continuerait de gonfler devant nous plus vite que nous n'avancerions. Au-delà de cet horizon, les objets ne sont pas seulement loin, ils sont causalement coupés de nous, pour toujours. Aucun signal, aucune lumière, aucune information, aucun message ne pourra plus jamais voyager entre eux et nous, dans aucun sens. C'est une séparation plus définitive que la mort. C'est une séparation par la géométrie même de l'univers, qui place entre les choses une distance qu'aucune patience, aucune technologie, aucune éternité ne pourra jamais franchir. Et voici la conséquence glaçante. Quand un objet s'éloigne de nous plus vite que la lumière, sa lumière ne peut plus jamais nous atteindre. Il franchit ce qu'on appelle l'horizon cosmologique et il disparaît à jamais de notre vue, non parce qu'il s'éteint, mais parce que l'espace entre nous est devenu trop grand pour que sa lumière le traverse. Une à une, dans un futur de dizaines de milliards d'années, toutes les galaxies que nous observons aujourd'hui vont franchir cet horizon et s'évanouir. Le ciel profond, peuplé de centaines de milliards de galaxies, va se vider. Pas brutalement. Lentement, inexorablement, les galaxies les plus lointaines disparaîtront d'abord, puis les moins lointaines, et ainsi de suite, comme des lumières qu'on éteint une à une dans une immense ville qui s'endort. Les astronomes Lawrence Krauss et Robert Scherer ont poussé cette idée jusqu'à une conclusion vertigineuse. Ils ont imaginé une civilisation qui naîtrait dans un futur très lointain, des centaines de milliards d'années après nous.
Cette civilisation lèverait les yeux et ne verrait qu'une seule galaxie, la sienne. Tout le reste aurait disparu derrière l'horizon. Pour ces êtres futurs, l'univers se résumerait à leur propre galaxie, isolée dans une obscurité totale et apparemment infinie. Ils n'auraient aucun moyen de savoir qu'il a existé un Big Bang, aucune trace d'autres galaxies, aucune preuve de l'expansion. La cosmologie elle-même, la science de l'univers dans son ensemble, leur serait impossible. Ils croiraient, en toute bonne foi, en se fondant sur tout ce qu'ils pourraient observer, vivre dans un univers statique, unique, éternel, réduit à leur seul îlot d'étoiles. Cet îlot, d'ailleurs, ne sera pas tout à fait notre galaxie actuelle. Car avant que l'isolement ne soit total, un grand rapprochement aura lieu, tout près de nous. Notre Voie lactée et la galaxie d'Andromède, sa grande voisine, se précipitent l'une vers l'autre, liées par la gravité, indifférente à l'énergie noire qui n'agit qu'aux très grandes distances. Dans environ 4 milliards d'années, elles entreront en collision et fusionneront lentement, sur des centaines de millions d'années, pour former une seule galaxie géante. Les astronomes l'ont déjà baptisée, avec humour, Lactomède. Les étoiles, séparées par des distances énormes, ne se percuteront presque pas. C'est surtout un grand brassage gravitationnel, une danse au ralenti à l'échelle galactique. Tout le petit groupe de galaxies auquel nous appartenons, ce qu'on appelle le groupe local, finira de la même manière par se rassembler en une seule île d'étoiles. Et c'est cette île unique, fruit de la fusion de toutes les galaxies proches encore liées entre nous, qui restera. Autour d'elle, tout le reste de l'univers observable, ces centaines de milliards de galaxies que nos télescopes captent aujourd'hui, se sera évanoui derrière l'horizon cosmologique. L'image finale est saisissante de solitude. Une seule galaxie, vaste cimetière d'étoiles vieillissantes, suspendue dans une obscurité parfaite et sans bornes, sans rien d'autre à l'horizon, dans aucune direction, jusqu'à la fin des temps. Voilà la première grande étape de la mort de l'univers, non pas une destruction, mais un isolement. L'univers ne s'effondre pas. Il se disperse, il s'éparpille, il se coupe en morceaux solitaires qui perdent à jamais le contact les uns avec les autres. La mort commence par la solitude. Mesurez ce que cela veut dire pour nous. Cela veut dire que nous vivons à une époque privilégiée. Une époque où le ciel est encore plein, où les autres galaxies sont encore visibles, où les indices du Big Bang et de l'expansion sont encore là, gravés dans la lumière. Nous sommes nés assez tard pour avoir des télescopes capables de lire ces indices, et assez tôt pour qu'ils existent encore. Dans le grand calendrier de l'univers, nous occupons une fenêtre étroite, une sorte d'âge d'or de l'observation cosmique, où il est encore possible de comprendre d'où l'on vient. Les civilisations du futur lointain seront aveugles à leur propre origine. Nous, non. Et cela, déjà, devrait nous remplir d'un mélange de gratitude et de vertige. Il y a quelque chose de presque trop parfait dans le moment où nous sommes nés. Reculés de quelques milliards d'années, et il n'y avait pas encore d'éléments lourds en quantité suffisante, pas de planète rocheuse comme la nôtre, pas les conditions d'une vie complexe. Avancés de quelques dizaines ou centaines de milliards d'années, et le ciel sera déjà en train de se vider, les autres galaxies en train de disparaître, les indices du Big Bang en train de s'effacer. Mais ici, maintenant, dans cette fenêtre étroite, tout coïncide. Il y a assez de matière forgée par les étoiles mortes pour faire des mondes et des êtres, et il reste encore assez de lumière dans le ciel pour que ces êtres puissent comprendre l'univers qui les a faits. Quelques milliards d'années de décalage dans un sens ou dans l'autre, et la fête nous échappait. Certains y voient une simple coïncidence, et c'en est sans doute une. Mais c'est une coïncidence qui devrait nous saisir. Nous sommes arrivés au bon moment pour voir le spectacle complet, à l'unique époque où il est encore possible de lire dans le ciel l'histoire entière du cosmos. Nous sommes les héritiers d'un univers déjà assez vieux pour nous avoir fabriqués, et les contemporains d'un univers encore assez jeune pour se laisser comprendre. C'est un privilège que les générations cosmiques futures, prisonnières de leur galaxie solitaire, n'auront plus. Nous tenons entre nos mains, pour un temps limité, la possibilité de savoir d'où nous venons. Ce n'est pas rien. C'est peut-être la chose la plus rare de tout l'univers. Une fenêtre ouverte sur la vérité qui se refermera un jour et qui est, en ce moment même, grande ouverte devant nous.
Mais l'isolement des galaxies n'est que le premier acte de cette longue agonie. Pour raconter la suite, les cosmologistes ont découpé l'avenir de l'univers en grandes ères, comme on découpe l'histoire de la Terre en époque géologique. Deux physiciens, Fred Adams et Gregory Laughlin, ont popularisé cette chronologie du futur dans un travail devenu célèbre. Et pour la suivre, il faut accepter de manier des nombres qui dépassent l'entendement. Oublier les millions et les milliards. Nous allons parler de durée si longue que l'âge actuel de l'univers, près de 14 milliards d'années, n'en sera qu'un battement de cils, un grain de poussière au seuil de l'éternité. L'ère dans laquelle nous vivons, celle des étoiles brillantes, porte un nom, l'ère stellifère. C'est l'âge de la lumière. Les galaxies fabriquent encore des étoiles à partir de leurs réserves de gaz, les étoiles brillent, naissent et meurent, et de leur mort naissent les éléments lourds, le carbone, l'oxygène, le fer, dont nous sommes faits. C'est une époque féconde, lumineuse, vivante. Mais elle a un terme, car le gaz qui sert à former les étoiles n'est pas inépuisable. À chaque nouvelle étoile, les réserves diminuent, et dans environ 100 000 milliards d'années, le gaz viendra à manquer. La dernière étoile naîtra, et après elle, plus aucune ne s'allumera jamais. Laissez cette idée vous traverser, il y aura une dernière étoile à naître. Un événement unique dans toute l'histoire de l'univers, après lequel le ciel ne fera plus que s'assombrir. Et voici un détail qui devrait nous donner à réfléchir. Le sommet de la fertilité stellaire est déjà derrière nous. Les astronomes ont reconstitué l'histoire de la formation des étoiles dans l'univers, et ils ont identifié une époque qu'ils appellent le Midi cosmique, il y a environ 10 milliards d'années, où les galaxies fabriquaient des étoiles à un rythme effréné, bien plus élevé qu'aujourd'hui. Depuis, ce rythme décline régulièrement. L'univers a déjà formé la grande majorité des étoiles qu'il formera jamais. Nous vivons dans l'après-midi de la fécondité cosmique, dans une époque où la natalité des étoiles a déjà beaucoup ralenti par rapport à sa grande jeunesse. Le crépuscule n'a pas commencé, mais le plein midi est passé. Quelque part, déjà, l'univers a tourné le coin de sa plus grande abondance et entame, doucement, sa lente décrue. Cela ne veut pas dire que le ciel va s'éteindre demain. Les étoiles déjà nées brilleront encore pendant des durées immenses, et de nouvelles continueront d'apparaître pendant très longtemps, de plus en plus rares. Mais la tendance est tracée, irréversible. Chaque génération d'étoiles consomme du gaz et en restitue moins qu'elle n'en prend, car une partie reste piégée pour toujours dans les cadavres stellaires, naines blanches, étoiles à neutrons, trous noirs. Le réservoir se vide sans jamais se remplir complètement. C'est une horloge à sens unique. Et quand la dernière goutte de gaz aura été transformée en lumière, l'ère des étoiles s'achèvera pour laisser place à une nuit dont nous allons maintenant mesurer l'effarante longueur. Les étoiles déjà nées continueront de briller un temps, chacune selon sa nature. Et là encore, il y a une justice paradoxale. Les étoiles les plus massives, les plus éclatantes, sont aussi celles qui brûlent leur carburant le plus vite. Elles vivent quelques millions d'années à peine, dans une débauche de lumière, puis explosent. Les plus petites, au contraire, les naines rouges, brûlent leur carburant avec une lenteur extrême et peuvent vivre des dizaines de milliers de milliards d'années. Ce seront donc les dernières à s'éteindre. Les dernières braises de l'ère stellifère seront ces petites étoiles modestes, rougeoyantes, économes, qui s'éteindront une à une dans un univers déjà presque noir, longtemps après que les grandes flambées auront cessé. Et lorsque la dernière de ces braises s'éteindra, l'univers entrera dans une nouvelle ère, beaucoup plus sombre et infiniment plus longue, l'ère dégénérée. Un nom étrange, qui ne désigne pas une décadence morale, mais un état particulier de la matière. Dans cette ère, il n'y aura plus d'étoiles qui brillent, il ne restera que leurs cadavres. Des naines blanches, ces cœurs d'étoiles mortes, denses et lentement refroidissants. Des étoiles à neutrons encore plus compactes, et des trous noirs. L'univers ne sera plus qu'un cimetière d'astres éteints, dérivant dans une obscurité presque totale, éclairée seulement, de loin en loin, par de rares lueurs fugitives. La lumière, qui aura régné pendant l'ère stellifère, ne sera plus qu'un souvenir. Que restait-il à voir, dans un tel univers, pour un observateur impossible qui y flotterait? Presque rien. Un ciel d'un noir absolu, sans la moindre étoile scintillante, car toutes se seraient éteintes.
Ça et là, invisibles, des naines blanches refroidies, devenues des naines noires, sphères de matière dense aussi sombre et froide que l'espace qui les entoure. Des étoiles à neutrons éteintes. Des planètes errantes, arrachées depuis longtemps à leurs étoiles mortes, vagabondant seules dans le vide gelé. Et, de loin en loin, séparées par des distances inconcevables, des trous noirs silencieux. La température de cet univers serait à peine au-dessus du zéro absolu et continuerait de baisser. Le froid, le noir, le silence et la solitude y régneraient sans partage. De très rares événements viendraient encore troubler cette nuit, à des intervalles d'une longueur folle. Il pourrait arriver, une fois tous les nombres incalculables d'années, que deux naines noires se rencontrent par hasard dans l'immensité, et que leur collision rallume brièvement une lueur, une dernière étoile improvisée qui brillerait un instant avant de s'éteindre à son tour. Mais ces accidents seraient si rares, si dispersés dans le temps et l'espace, qu'ils ne changeraient rien à l'impression d'ensemble. Celle d'un univers qui a refermé le grand livre de la lumière et qui n'en rouvre plus qu'à peine, par mégarde, une page jaunie, avant de la laisser retomber dans l'oubli. L'ère dégénérée, c'est le long, l'interminable crépuscule de la matière, entre la flamboyance des étoiles et le règne final des trous noirs. Cette ère dégénérée durera incroyablement longtemps, mais elle aussi finira, et sa fin repose sur l'un des processus les plus spéculatifs, les plus incertains de toute cette histoire, alors je vous le présente avec prudence. Il s'agit de la possible désintégration du proton. Le proton est l'une des briques fondamentales de la matière ordinaire. Il loge au cœur de chaque atome. On l'a longtemps cru parfaitement stable, éternel. Mais certaines théories prédisent qu'à très long terme, sur des durées de l'ordre de 10 puissance 34 années ou bien davantage, les protons pourraient se désintégrer lentement, se dissoudre en particules plus légères. Si c'est le cas, alors toute la matière restante, les naines blanches, les étoiles à neutrons, les planètes errantes, tout ce qui est fait d'atomes, finira par s'évaporer, atome par atome, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Je dois être honnête, on n'a jamais observé de désintégration du proton, malgré des expériences gigantesques montées pour la détecter. C'est une hypothèse, pas une certitude. Mais si elle est vraie, elle scelle le sort de toute la matière. Ces expériences valent la peine d'être évoquées parce qu'elles montrent jusqu'où va la patience des physiciens. Pour tenter de surprendre un proton en train de mourir, on a construit d'immenses réservoirs souterrains, comme le détecteur Super Kamiokande au Japon, une cuve enfouie sous une montagne et remplie de dizaines de milliers de tonnes d'eau ultra pure, tapissée de capteurs de lumière. L'idée est simple et vertigineuse. Si la durée de vie moyenne d'un proton est, disons, de 10 puissance 34 années, alors en surveillant un nombre colossal de protons en même temps, des milliards de milliards de milliards, on devrait en voir un mourir de temps en temps, par pur jeu des probabilités. On a regardé pendant des années. On n'a rien vu. Aucun proton n'a été pris en flagrant délit de désintégration. Ce résultat négatif n'est pas un échec. Il nous apprend quelque chose. Il nous dit que si le proton se désintègre, sa durée de vie est encore plus longue que ce que prédisaient les premières théories, repoussant l'échéance encore plus loin dans le futur. Le proton est, à notre connaissance, l'objet le plus stable de l'univers, d'une longévité qui dépasse l'entendement. Mais est-il absolument éternel ou seulement presque éternel? Nous ne le savons pas. Et de cette question dépend une partie du destin final de la matière. Si le proton est strictement stable, alors les cadavres d'étoiles, les naines blanches refroidies en astres noirs et glacés, pourraient persister bien plus longtemps encore, fossiles inertes d'un univers éteint. S'ils se désintègrent, ils finiront par s'évaporer. Dans les deux cas, le résultat à très long terme converge vers le même vide. Seul change le chemin, et la durée du voyage, déjà inconcevable, vers la disparition totale de tout ce qui fut un jour de la matière. Quand cette désintégration aura achevé son œuvre, il ne restera, dans tout l'univers, presque plus rien de la matière ordinaire. Plus d'étoiles, plus de planètes, plus de cadavres stellaires. Une poussière de particules élémentaires, électrons et positrons isolés, dérivant dans un vide d'une immensité inconcevable, séparés par des distances qui n'auront plus aucune commune mesure avec quoi que ce soit d'aujourd'hui. Mais un type d'objet, lui, aura survécu à ce naufrage général. Un objet si dense,
si particulier, que même la désintégration de la matière ne l'atteint pas de la même manière. Les trous noirs. Et c'est à eux qu'appartiendra l'ère suivante. Cette ère des trous noirs sera, de très loin, la plus longue de toutes celles que l'univers aura connues. Tout ce qui a précédé, l'âge des étoiles, le long crépuscule dégénéré, ne sera qu'un prologue fugace comparé à l'immensité de temps pendant laquelle les trous noirs régneront seuls. Imaginez un univers étendu à une taille inconcevable, des milliards de fois plus vaste qu'aujourd'hui, glacé, parfaitement obscur, et dans lequel les seuls objets dignes de ce nom sont ces puits gravitationnels solitaires, dispersés à des distances telles que chacun ignore l'existence des autres. Plus de galaxies, car la matière qui les formait se sera désintégrée ou dispersée. Plus de lumière, sinon le murmure invisible et glacial du rayonnement de Hawking. Juste des trous noirs, suspendus dans le néant, fondant avec une lenteur que rien, dans notre expérience, ne peut approcher. Et même ces géants finiront. Le trou noir supermassif qui occupait jadis le cœur de notre galaxie et qui aura englouti une partie de ses débris, brillera de moins en moins, maigrira de plus en plus, sur des durées de l'ordre de 10 puissance 100 années. Pensez-y, ces objets que nous décrivons aujourd'hui comme les pièges les plus inéluctables de l'univers, dont même la lumière ne peut s'échapper, dont l'attraction semble éternelle, sont en réalité, eux aussi, condamnés. Lentement, particule par particule, ils rendront au vide toute la matière et toute l'énergie qu'ils auront jamais avalée. Rien, dans tout l'univers, n'est vraiment permanent. Ni les étoiles, ni la matière, ni même les trous noirs, ces symboles même de l'irréversible. Tout, absolument tout, est de passage. Et quand le dernier des trous noirs aura achevé sa lente évaporation, il ne restera plus rien de structuré dans le cosmos, plus rien à quoi se raccrocher. L'univers entrera alors dans son dernier état, celui qui n'a pas de successeur. Bienvenue dans l'ère des trous noirs. Pendant une durée qui dépasse tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, les trous noirs seront les maîtres incontestés de l'univers. Ils seront, littéralement, les derniers objets massifs encore debout dans le grand vide. Certains, formés par l'effondrement d'étoiles, auront la masse de quelques soleils. D'autres, les trous noirs supermassifs qui occupaient le cœur des galaxies, auront des masses de milliards de soleils. Ils dériveront, solitaires, dans une obscurité absolue. On pourrait croire qu'ils sont éternels. Pendant longtemps, c'est exactement ce qu'on a pensé, qu'un trou noir était un piège définitif, dont rien ne ressort jamais. Jusqu'à ce qu'un physicien, dans un fauteuil roulant, démontre le contraire, et révèle que même les trous noirs sont mortels. Ce physicien, c'est Stephen Hawking. Dans les années 70, il fait une découverte théorique qui surprend toute la communauté scientifique. En combinant la gravité des trous noirs avec les lois étranges de la physique quantique, Hawking montre qu'un trou noir n'est pas tout à fait noir. À cause d'effets quantiques subtils qui se produisent juste au bord de l'horizon, il émet, très lentement, un infime rayonnement. Ce rayonnement, qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking, fait perdre au trou noir, petit à petit, une fraction de sa masse. Un trou noir s'évapore. Imperceptiblement, sur des durées délirantes, il fond, comme un glaçon dans un univers presque au zéro absolu. Le mécanisme est subtil, mais on peut en donner une image. D'après la physique quantique, le vide près de l'horizon d'un trou noir crée sans cesse des paires de particules virtuelles qui normalement s'annihilent aussitôt. Mais juste au bord de l'horizon, il arrive qu'une des deux particules tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe vers l'extérieur. Celle qui s'échappe emporte de l'énergie. Celle qui tombe, par un effet étrange, en retire au trou noir. Vu de loin, le trou noir semble donc émettre des particules et perdre à chaque fois une miette de sa masse. C'est ce flux ténu qui constitue le rayonnement de Hawking. Il est d'une faiblesse extrême, bien plus froid que l'espace qui nous entoure aujourd'hui, ce qui explique qu'on ne l'ait jamais observé directement. Nos trous noirs actuels absorbent encore plus de rayonnement ambiant qu'ils n'en émettent. Et il y a là un paradoxe magnifique, contraire à toute intuition. Plus un trou noir est gros, plus il est froid, et plus il s'évapore lentement. Plus il est petit, plus il est chaud, et plus il rayonne vite. L'évaporation est donc un processus qui s'emballe à la fin. À mesure que le trou noir maigrit, il se réchauffe, et plus il se réchauffe, plus il maigrit vite.
Cela signifie que les trous noirs ne pourront commencer à s'évaporer pour de bon que lorsque l'univers lui-même sera devenu plus froid qu'eux, c'est-à-dire dans un futur immensément lointain, quand le rayonnement de fond aura suffisamment refroidi avec l'expansion. Alors, et alors seulement, les trous noirs commenceront leur lente fonte, sur des durées qui font passer toute l'histoire actuelle de l'univers pour un éclair instantané. Et les durées en jeu défient l'imagination. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait environ 10 puissance 67 années à s'évaporer complètement. Un trou noir supermassif, de ceux qui trônaient au centre des galaxies, mettrait jusqu'à 10 puissance 100 années, voire davantage. 10 puissance 100, c'est un nombre qu'on appelle un gogol, un suivi de 100 zéros. Pour vous donner une idée, il y a, dans tout l'univers observable, environ 10 puissance 80 atomes. Le temps d'évaporation des plus grands trous noirs dépasse donc, en années, le nombre total d'atomes de l'univers. Ces nombres ne veulent plus rien dire pour notre esprit. Ils ne sont plus de la durée au sens où nous l'entendons. Ils sont une autre catégorie d'existence, où le temps lui-même perd toute saveur. Essayons quand même d'apprivoiser ces durées, par un jeu d'échelle, car notre cerveau n'est tout simplement pas câblé pour elles. Imaginez que toute l'histoire de l'univers depuis le Big Bang, ces 14 milliards d'années, soit comprimée en une seule seconde. Une seconde. Sur cette échelle, l'ère des étoiles, l'ère stellifère, ne durerait pas une seconde, ni une minute, ni une année. Elle durerait encore des milliers de fois l'âge actuel de l'univers réel. Et l'ère des trous noirs, elle, s'étendrait sur des durées dont le rapport à cette première seconde dépasse tout ce que les mots peuvent dire. Autrement dit, si l'on ramenait tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang à un battement de cils, le reste de l'histoire de l'univers occuperait, à la même échelle, bien plus que tout l'âge des civilisations humaines. Nous sommes au tout début, si tôt que c'en est presque indécent. Une autre image, peut-être plus parlante. Si vous écriviez l'âge actuel de l'univers avec ses 10 chiffres, le temps d'évaporation des plus grands trous noirs, lui, s'écrirait avec 100 chiffres. La différence entre ces deux nombres n'est pas une différence de degrés, c'est une différence de nature. Multiplier l'âge de l'univers par 1000, par 1 million, par 1 milliard, ne vous rapproche même pas du début de ces durées-là. Elles écrasent notre intuition aussi sûrement que l'océan écrase une goutte d'eau. Et il y a, dans ce vertige, une leçon d'humilité, nous, dont la vie tient en quelques dizaines d'années, dont l'espèce existe depuis quelques centaines de milliers d'années à peine, nous prétendons parler de durée, où chaque chiffre supplémentaire représente déjà l'inimaginable. C'est l'un des plus grands exploits de la pensée humaine, être capable, depuis une existence si brève, de calculer avec rigueur des éternités qui nous dépassent absolument. À la toute fin de son évaporation, un trou noir ne s'éteint pas en silence. Il disparaît dans un dernier éclat, une bouffée finale de rayonnement, un soupir de lumière dans les ténèbres. Et ces ultimes flashs des derniers trous noirs seront les tout derniers événements lumineux de l'histoire de l'univers. Imaginez cela, dans un cosmos devenu inconcevablement vide et froid, de loin en loin, à des intervalles eux-mêmes inimaginables, le dernier scintillement d'un trou noir agonisant, puis le suivant, puis, un jour, le tout dernier, le dernier éclair de lumière de toute l'éternité. Après lui, plus jamais rien ne brillera. Et alors commence la dernière ère, celle qui n'aura pas de fin, l'ère sombre. Le mot est faible. Ce n'est pas seulement l'obscurité, c'est l'état final, l'état d'équilibre, ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers. Il ne reste plus que des particules isolées, photons de très basse énergie, neutrinos, quelques électrons et positrons, dispersés dans un espace si dilaté que chacune de ces particules est, en pratique, seule dans son propre univers, séparée de la plus proche par des distances qui croissent sans fin. Plus aucune structure, plus aucune étoile, plus aucun atome peut-être, plus aucun trou noir, plus aucune source de chaleur, plus aucune différence de température nulle part. Un froid uniforme infinitésimalement proche du zéro absolu, partout, pour toujours. Essayez de vous représenter cet état final, même si l'esprit recule devant lui. Il n'y a plus de lieu, à proprement parler, car il n'y a plus rien pour distinguer un endroit d'un autre. Il n'y a plus d'événement, car un événement suppose un changement, et plus rien ne change. Il n'y a plus de chaud ni de froid relatif, plus de haut ni de bas,
plus de danse ni de vide, seulement une grisaille thermodynamique parfaite, étendue à l'infini. Les quelques particules survivantes sont si éloignées les unes des autres, et le deviennent toujours davantage, qu'elles n'interagissent pour ainsi dire jamais. Chacune dérive, seule, dans un espace qui ne cesse de gonfler autour d'elle. L'univers n'est pas détruit, au sens d'une explosion ou d'un effondrement. Il est pire que détruit, il est devenu inerte. Une page blanche infinie sur laquelle plus rien ne s'écrira jamais. C'est cela, le visage le plus probable de la fin. Non pas un grand feu, non pas un fracas, mais un silence. Le silence le plus total qui puisse exister, car il n'y a plus personne pour l'entendre, et plus rien pour le rompre. Le poète qui imaginait que le monde finirait dans un grand cri se trompait. Selon la physique, le monde finit dans un murmure, puis dans rien. Et ce rien-là durera infiniment plus longtemps que tout le reste de l'histoire de l'univers réuni. À vrai dire, l'écrasante majorité de l'existence de l'univers se passera dans cet état mort, vide et froid. Les étoiles, la vie, la conscience, toute cette agitation lumineuse n'auront été qu'une brève fièvre au tout début, une parenthèse minuscule avant l'immense et silencieuse éternité du gel. Voilà la vérité que les supernovae de 1998 ont commencé à nous révéler. Et c'est précisément cette vérité qui rend si urgent de comprendre quelle est, malgré tout, notre place dans ce tableau. Pour comprendre pourquoi cet état est une mort, et pas seulement un grand froid, il faut comprendre une notion qui est sans doute la plus profonde de toute la physique, l'entropie. L'entropie, c'est, en gros, une mesure du désordre, mais c'est surtout une mesure de la capacité de l'univers à faire encore quelque chose. Tant qu'il existe des différences, de température, de densité, d'énergie, on peut en tirer du travail, du mouvement, de la vie. Une cascade peut faire tourner une roue parce que l'eau est en haut et veut descendre. Mais quand tout est uniforme, quand il n'y a plus aucune différence nulle part, plus rien ne peut se passer. L'eau est partout au même niveau. La roue ne tourne plus. C'est cela, la mort thermique, non pas le néant, mais l'uniformité parfaite, un univers où il ne reste plus aucune différence à exploiter, donc plus aucun événement possible, plus aucun changement, plus aucune histoire. Le temps continue de s'écouler, en un sens, mais il ne se passe plus rien. Et un temps où rien ne se passe, est-ce encore vraiment du temps? Cette notion d'entropie mérite qu'on s'y arrête encore un peu, parce qu'elle est la clé secrète de toute cette histoire, et même de votre expérience la plus quotidienne du temps. Il existe une loi, le deuxième principe de la thermodynamique, qui dit que dans un système isolé, l'entropie, le désordre, ne peut qu'augmenter ou rester constante, jamais diminuer spontanément. Une tasse de café chaud refroidit, elle ne se réchauffe jamais toute seule. Un verre qui tombe se brise, les morceaux ne se rassemblent jamais d'eux-mêmes en verre. Cette flèche, du plus ordonné vers le moins ordonné, est partout autour de vous. Et c'est elle, justement, qui donne au temps sa direction. Pourquoi le passé est-il différent du futur? Pourquoi nous souvenons-nous d'hier et pas de demain? La réponse profonde, c'est l'entropie. Le futur, c'est la direction dans laquelle le désordre augmente. La mort thermique de l'univers n'est rien d'autre que l'aboutissement de cette loi poussée jusqu'au bout, l'entropie maximale, le désordre total, l'uniformité parfaite dont on ne peut plus jamais sortir. Mais alors, une question retournée surgit, et elle est peut-être la plus mystérieuse de toute la cosmologie. Si l'univers évolue inexorablement vers le désordre, c'est qu'il est parti d'un état extraordinairement ordonné, d'une entropie incroyablement basse. Le vrai mystère n'est donc pas la mort thermique à venir, qui est l'état le plus probable, le plus naturel. Le vrai mystère, c'est le commencement. Pourquoi l'univers a-t-il débuté dans un état aussi exceptionnellement ordonné, aussi improbable? C'est ce départ en pente, ce capital d'ordre initial, qui rend possible toute l'histoire. La formation des galaxies, l'allumage des étoiles, l'apparition de la vie, et votre présence ici, en train de lire ces lignes. Nous sommes tous, vous, moi, chaque être vivant, en train de dépenser ce trésor d'ordre hérité du commencement, en le transformant peu à peu en désordre, en chaleur perdue. Vivre, c'est consumer cet héritage. Et la mort thermique, c'est le jour où le dernier centime aura été dépensé. Et maintenant, il faut s'arrêter, respirer et être parfaitement honnête avec vous. Parce que tout ce que je viens de décrire,
Cette longue agonie en plusieurs actes est le scénario aujourd'hui considéré comme le plus probable. Mais ce n'est pas une certitude absolue, et vous présenter cela comme un fait gravé dans le marbre serait vous mentir. La science n'est pas une prophétie. Elle est une enquête, avec ses zones de solidité et ses zones d'ombre. Alors séparons clairement ce que nous savons de ce que nous supposons. Première chose à dire, et la plus importante pour votre tranquillité immédiate, rien de tout cela n'est pour demain. Quand on parle de la fin des étoiles dans 100 000 milliards d'années, ou de l'évaporation des trous noirs dans 10 puissance 100 années, on parle de durées si gigantesques qu'elles n'ont aucune incidence sur quoi que ce soit d'humain. Notre Soleil lui-même ne durera encore que 5 milliards d'années environ, et l'humanité, si elle survit, aura 1000 fois le temps de disparaître ou de se transformer bien avant que ces grandes ères sombres ne commencent. Cette mort de l'univers n'est pas une menace. C'est un horizon lointain, presque abstrait, qui ne change rien à votre journée de demain. Méfiez-vous de quiconque vous vend la fin de l'univers comme une angoisse pour aujourd'hui. C'est de la peur facile, pas de la science. Deuxième point d'honnêteté. Pendant longtemps, on a sérieusement envisagé un tout autre destin, le scénario inverse, qu'on appelle le grand effondrement, ou Big Crunch. Dans ce scénario, l'expansion finissait par s'inverser, l'univers se recontractait, et tout se rassemblait dans un écrasement final symétrique du Big Bang. C'était une fin chaude, dense, violente, à l'opposé de la mort froide que je vous ai décrite. Mais depuis la découverte de l'accélération en 1998, ce scénario est très largement défavorisé. Pour que l'univers se recontracte, il faudrait que l'énergie noire cesse de pousser, voire s'inverse, et rien ne l'indique aujourd'hui. Le Big Crunch n'est pas formellement impossible, mais il ne correspond pas à ce que nous observons. Je vous le mentionne par honnêteté, pas parce que c'est probable. Et c'est là qu'arrive la plus grande inconnue de toute cette histoire, celle qui pourrait tout changer. Nous ne savons pas vraiment ce qu'est l'énergie noire. Tout le scénario de la mort froide repose sur l'hypothèse qu'elle est une constante, qu'elle garde la même intensité pour toujours. Mais, et si ce n'était pas le cas, si l'énergie noire évoluait avec le temps? Cette question n'est pas que théorique. Des relevés récents de cartographie de l'univers ont apporté des indices, encore débattus, suggérant que l'énergie noire pourrait ne pas être tout à fait constante, qu'elle pourrait même s'affaiblir. Si cela se confirmait, le destin de l'univers pourrait être révisé. À l'inverse, si l'énergie noire se renforçait au lieu de s'affaiblir, on basculerait dans un troisième scénario, encore plus brutal, qui porte un nom à faire frémir, le grand déchirement. Le grand déchirement, le Big Rip, c'est le scénario qui se produirait si l'énergie noire, au lieu de rester constante, devenait de plus en plus puissante avec le temps. On parle alors d'énergie noire fantôme. Dans ce cas, la poussée répulsive deviendrait si forte qu'elle finirait par vaincre toutes les autres forces, une à une, dans un ordre implacable. D'abord, elle déchirerait les amas de galaxies, puis les galaxies elles-mêmes, dont les étoiles seraient dispersées, puis les systèmes solaires, arrachant les planètes à leurs étoiles. Puis, les planètes elles-mêmes seraient pulvérisées. Et dans les tout derniers instants, l'expansion deviendrait si violente qu'elle déchirerait les atomes, puis les noyaux, puis l'espace lui-même, dans une singularité finale. Tout, de la plus grande structure à la plus petite particule, serait écartelé par l'espace en expansion infinie. Le Big Rip a un avantage morbide sur la mort froide. Il aurait une fin nette, datable, un instant précis où le temps s'arrêterait, au lieu de cette agonie infinie. Mais les données actuelles ne le privilégient pas. Il reste une possibilité, parmi d'autres, suspendue à la vraie nature de l'énergie noire. Voilà donc où nous en sommes, honnêtement. 3 grands destins possibles. La mort froide, lente, infinie, par dilution et refroidissement, c'est le scénario favori, celui qui colle le mieux à nos observations actuelles. Le grand déchirement, violent et daté, si l'énergie noire s'emballe, possible, mais non privilégié. Et le grand effondrement, le retour à la case départ, très largement abandonné depuis 1998. Le point commun de ces 3 fins, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune d'elles n'est douce, et qu'aucune n'épargne quoi que ce soit. Que l'univers meurt de froid, de déchirement ou d'écrasement, il meurt. La seule chose qui change, c'est la mise en scène. Le dénouement, lui, est le même,
un univers où plus rien de ce que nous connaissons ne subsiste. Cette convergence est, en un sens, ce qu'il y a de plus frappant. On pourrait espérer qu'en jouant sur les inconnus, en pariant sur telle ou telle valeur de l'énergie noire, on trouve une échappatoire, un scénario où l'univers durerait, vivant et lumineux, indéfiniment. Mais cet échappatoire n'existe pas. Tous les chemins sérieux que la physique actuelle envisage mènent à une forme d'extinction. Que la fin soit chaude ou froide, brutale ou lente, datée ou infinie, elle reste une fin. L'univers vivant, fertile, peuplé d'étoiles, est un état transitoire, pas un état stable. Le repos vers lequel tout tend n'est jamais un repos vivant. C'est toujours une forme de mort. La nature, sur ce point, ne nous laisse aucune porte de sortie. Il faut donc accepter une vérité simple et dure que toute cette enquête converge à établir. La pérennité n'est pas une option offerte par cet univers. Rien de ce qui est complexe, ordonné, lumineux ou vivant n'est fait pour durer toujours, parce que durer toujours, dans un univers gouverné par l'entropie, est précisément ce qui est interdit. Les choses qui durent indéfiniment sont les choses mortes, uniformes, sans structure. Tout ce qui est intéressant, tout ce qui vaut la peine, tout ce qui ressemble à de la vie ou à de la beauté, est par nature temporaire. C'est peut-être la plus profonde des leçons de la cosmologie, et nous y reviendrons. Dans cet univers, l'éphémère et le précieux sont deux mots pour la même chose. Mais avant d'en tirer le sens, il me reste à vous présenter 2 ou 3 idées plus étranges encore, que l'honnêteté m'oblige à mentionner. Il existe encore d'autres idées, plus exotiques, que je dois mentionner pour être complet. Certains physiciens imaginent que notre vide actuel pourrait n'être pas le vide le plus stable possible et qu'une transition soudaine pourrait, un jour, reconfigurer les lois de la physique. D'autres explorent des modèles cycliques, où la mort de l'univers serait en réalité la naissance d'un nouveau, dans un battement éternel. Ces idées sont fascinantes, mais elles sont aujourd'hui beaucoup plus spéculatives, et je préfère vous les présenter pour ce qu'elles sont. Des pistes de recherche, pas des conclusions. Ce que les observations nous disent le plus clairement, à cette heure, c'est l'accélération, l'isolement des galaxies et la lente marche vers le froid. Et c'est une enquête toujours en cours, ce qui est en soi rassurant sur la manière dont la science travaille. En ce moment même, de grands instruments sont braqués sur le ciel pour répondre précisément à la question de la nature de l'énergie noire. Des relevés cartographient la position de millions de galaxies pour reconstituer l'histoire de l'expansion avec une précision sans précédent. Des télescopes spatiaux sont conçus spécifiquement pour mesurer si la poussée du vide a varié, ne serait-ce qu'un peu, au cours des derniers milliards d'années. Dans les années qui viennent, ces efforts pourraient soit confirmer que l'énergie noire est une constante immuable, scellant le scénario de la mort froide, soit révéler qu'elle évolue, ce qui rouvrirait le dossier du destin de l'univers. Nous vivons donc un moment particulier où la question de la fin de toute chose n'est pas close, mais activement explorée, avec des résultats nouveaux qui tombent régulièrement. Je tiens à ce que vous reteniez cette nuance, car elle est l'honneur de la démarche scientifique. La cosmologie ne vous vend pas une prophétie figée. Elle vous offre le meilleur scénario compatible avec les données d'aujourd'hui, tout en restant ouverte à le réviser demain si de nouvelles mesures l'exigent. C'est cette honnêteté, cette capacité à dire à la fois ce que l'on sait et ce que l'on ignore, qui distingue une connaissance solide d'une simple croyance. La mort de l'univers par le froid est, à ce jour, le pari le plus raisonnable. Mais c'est un pari sur des observations, susceptibles d'être affinées. Et il y a quelque chose de profondément digne dans cette posture. Regarder la fin de tout en face, avec rigueur, sans se raconter d'histoire, tout en gardant l'humilité de dire que le dernier mot n'est pas encore écrit. Il y a même une idée, presque vertigineuse, qui sert d'avertissement aux théoriciens. Dans un univers en mort thermique qui durerait infiniment, les lois du hasard quantique permettraient, très exceptionnellement, à des fluctuations de faire surgir spontanément, à partir du vide, des structures organisées. Et sur une durée infinie, il pourrait apparaître, par pur hasard, jusqu'à un cerveau conscient, flottant un instant dans le néant avec de faux souvenirs, avant de se dissoudre. On appelle cela un cerveau de Boltzmann. Ce n'est pas une prédiction sérieuse sur ce qui nous attend. C'est plutôt un signal d'alarme logique,
un paradoxe que les physiciens utilisent pour repérer quand une théorie déraille. Mais il dit quelque chose de troublant sur l'éternité et le hasard. Et il nous ramène, par un détour inattendu, à la question qui compte vraiment. Car ce que le cerveau de Boltzmann met en lumière, c'est l'étrangeté de l'éternité elle-même. Dans une durée vraiment infinie, même les événements les plus invraisemblables finissent par arriver, encore et encore. C'est une idée qui donne le vertige et qui a quelque chose de monstrueux. Un univers mort, mais éternel, deviendrait une sorte de loterie infinie où tout ce qui est possible se réaliserait, par accident, une infinité de fois. Cela paraît absurde, et c'est précisément pourquoi les physiciens s'en méfient. Quand une théorie prédit que les observateurs les plus probables de l'univers seraient des cerveaux surgis du néant par hasard, plutôt que des êtres comme nous, nés d'une longue évolution, c'est généralement le signe qu'il manque une pièce au tableau. Le paradoxe ne décrit pas la réalité. Il pointe une faille dans nos modèles. Mais au-delà du débat technique, il y a là un enseignement plus simple, presque humain. Ce qui distingue notre conscience d'aujourd'hui d'un cerveau de Boltzmann surgi du vide, c'est l'histoire. Nous ne sommes pas apparus par hasard, dotés de faux souvenirs. Nous sommes le fruit d'une chaîne réelle, ininterrompue, d'étoiles, de planètes, d'êtres vivants qui remontent jusqu'au Big Bang. Nous sommes ancrés dans un récit cohérent, immense, vérifiable. Et c'est cet ancrage qui donne du poids à notre existence. Nous ne sommes pas une illusion flottant dans le néant. Nous sommes un maillon authentique de la plus longue histoire qui soit. Voilà qui nous ramène, enfin, à la seule question qui vaille vraiment la peine d'être posée au terme de ce voyage. Si tout finit, qu'est-ce que cela change à ce que nous sommes? Car au fond, après ce long voyage jusqu'à la dernière lueur du dernier trou noir, une question demeure, et c'est peut-être la seule qui vous habite vraiment en ce moment. Si tout cela doit finir, si la lumière doit s'éteindre, si même les trous noirs doivent s'évaporer, si l'univers tout entier glisse inexorablement vers un froid éternel et silencieux, alors quel sens cela a-t-il? À quoi bon les étoiles, les galaxies, la vie, la conscience, l'amour, les civilisations, si la destination finale est le néant glacé? N'est-ce pas la nouvelle la plus déprimante qui soit? Je ne crois pas. Et je voudrais vous expliquer pourquoi cette fin, loin de vider notre existence de son sens, pourrait au contraire le lui donner. Commençons par renverser le regard. Vous venez d'apprendre que nous vivons dans l'ère stellifère, l'âge des étoiles, l'âge de la lumière. Mais saisissez-vous à quel point cette ère est brève, à l'échelle de tout ce qui suit. Si vous compressiez toute l'histoire future de l'univers, ces innombrables ères sombres qui s'étendent sur des durées inconcevables, l'ère lumineuse où nous vivons n'occuperait qu'un éclair au tout début. Une étincelle initiale suivie d'une nuit quasi infinie. Nous ne vivons pas vers la fin de quelque chose. Nous vivons au tout début, dans la fraîcheur de l'aube cosmique, à l'instant précis et fugace où l'univers est encore jeune, encore chaud, encore plein d'étoiles et de possibles. Sur l'immense ligne du temps qui va du Big Bang à la mort thermique, nous sommes nichés dans le premier rayon de soleil. C'est une chance prodigieuse, statistiquement absurde, et nous l'ignorons la plupart du temps. Et il y a plus profond encore. Cette mort de l'univers, cette marche vers le froid, ce n'est pas seulement notre destin lointain. C'est la source même de tout ce qui nous fait vivre, ici et maintenant. Car la vie, le mouvement, la pensée, tout cela ne peut exister que grâce à des différences, des déséquilibres, des gradients. Le soleil brûle parce qu'il est chaud et que l'espace est froid. Et c'est précisément ce flux de chaleur du chaud vers le froid qui nourrit la photosynthèse, les plantes, les animaux, vous. Nous sommes littéralement des créatures du déséquilibre. Nous vivons sur la pente qui descend vers la mort thermique, et c'est cette pente, ce mouvement de l'ordre vers le désordre, qui rend la vie possible. Sans la mort lente de l'univers, il n'y aurait pas eu d'instant vivant. La fin n'est pas l'ennemi de la vie. Elle en est la condition. Nous existons parce que l'univers tombe, et nous sommes faits de sa chute. Cette idée n'est pas qu'une métaphore. Elle est vraie jusque dans la matière de votre corps. Au tout début, l'univers ne contenait presque que de l'hydrogène et de l'hélium, les deux éléments les plus simples. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas d'azote, pas de fer. Rien de ce qu'il faut pour faire une planète rocheuse, une molécule d'eau, une cellule vivante, un cerveau.
Tous ces éléments plus lourds ont été forgés à l'intérieur des étoiles, dans la fournaise de leur cœur, par fusion nucléaire, puis dispersés dans l'espace au moment de leur mort, lors d'explosions ou de lents soupirs. Les atomes de carbone de vos cellules, l'oxygène que vous respirez, le fer de votre sang, le calcium de vos os. Tout cela a été cuit dans le ventre d'étoiles aujourd'hui mortes, des étoiles qui ont vécu et péri avant même que le soleil ne s'allume. Vous êtes, au sens le plus littéral, fait de poussière d'étoiles éteintes. Saisissez la beauté terrible de cela. Pour que vous existiez, il a fallu que des générations entières d'étoiles naissent, brillent et meurent, en semant dans le cosmos les cendres dont vous êtes pétris. Votre existence est le fruit direct de morts stellaires innombrables. La même flèche du temps qui conduit l'univers vers sa fin froide est celle qui, en cours de route, a fabriqué la matière complexe, allumé la chimie, permis la vie et la conscience. La mort des étoiles n'est pas seulement la toile de fond de notre histoire, elle en est l'ingrédient. Nous ne sommes pas des spectateurs extérieurs assistant à l'agonie de l'univers. Nous sommes un épisode de cette agonie, un sursaut d'ordre et de lumière arraché à la grande pente vers le froid, un moment où la matière, en chemin vers son extinction, s'est arrêtée pour ouvrir les yeux et se demander d'où elle venait. Songez à ce que nous sommes, vraiment, dans ce tableau. Pendant l'immense majorité de son histoire, l'univers sera vide, froid, inconscient, aveugle à lui-même. Mais il existe une fenêtre, étroite, miraculeuse, au début, où la matière s'est assemblée en étoiles, où les étoiles ont forgé les atomes du vivant, où ces atomes se sont organisés au point de produire des êtres capables de regarder le ciel et de comprendre. Vous êtes l'un de ces êtres. Vous êtes un fragment d'univers qui a pris conscience de lui-même. À travers vos yeux, à travers les télescopes que nous avons construits, le cosmos se regarde, se mesure et découvre sa propre mort à venir. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toute cette histoire. Non pas que l'univers meure, mais qu'il ait engendré, pour un bref instant, des créatures capables de le savoir. Il y a une manière de ressentir cette idée qui me bouleverse à chaque fois que j'y pense. Pendant 13 milliards et demi d'années, l'univers a existé sans personne pour le contempler. Des galaxies se sont formées dans le silence, des supernovae ont explosé sans témoin, des aurores de lumière ont balayé des mondes que nul regard n'a jamais vus. L'univers était magnifique et aveugle à sa propre magnificence. Puis, sur une petite planète, dans un recoin sans importance d'une galaxie ordinaire, la matière s'est organisée au point de produire des yeux, puis des cerveaux, puis des questions. Et pour la première fois, l'univers a eu un regard pose sur lui-même. Pour la première fois, quelque part, quelqu'un a levé la tête et s'est demandé ce qu'étaient ces lumières dans la nuit. Ce moment, à l'échelle cosmique, est d'une nouveauté absolue. Nous sommes l'univers en train de s'éveiller à lui-même. Et cet éveil, si bref soit-il, est peut-être ce que l'univers aura produit de plus précieux. Pensez-y, pendant des milliards d'années, il y a eu de la matière, de l'énergie, des forces, des lois, mais personne pour s'en émerveiller, personne pour donner un sens à quoi que ce soit. Le sens, l'émerveillement, la beauté ressentie ne sont pas inscrits dans les équations. Ils naissent dans une conscience qui regarde. C'est nous, et les êtres comme nous, ou qu'ils existent dans le cosmos, qui apportons cette chose nouvelle dans l'univers. Un point de vue, un regard, quelqu'un pour qui les choses comptent. Sans conscience, un coucher de soleil n'est qu'une diffusion de lumière dans une atmosphère. Il faut un œil et un cœur pour qu'ils deviennent beaux. En ce sens, nous ne sommes pas des intrus dans un univers indifférent. Nous sommes l'endroit où l'univers cesse d'être indifférent à lui-même, et nous faisons mieux que le contempler. Nous le comprenons. Nous avons calculé son âge, reconstitué sa naissance, mesuré son expansion et prédit sa mort. Songez à l'audace inouïe de cela. Un assemblage d'atomes, vieux de quelques décennies, perché sur un grain de poussière, a réussi à deviner le sort d'un univers vieux de milliards d'années et large de milliards d'années-lumière. Nous tenons dans nos petites têtes fragiles une carte du temps qui va du premier instant jusqu'à la dernière braise. C'est, peut-être, la plus grande prouesse dont une poignée de matière soit jamais capable, non pas durer, mais comprendre. Nous ne serons qu'un éclair dans la nuit de l'univers, mais c'est un éclair qui a su lire la nuit tout entière, du début à la fin. Et cela, aucune mort thermique ne pourra jamais le rendre insignifiant. Il faut alors retourner la question du sens,
parce qu'elle repose, je crois, sur une erreur. Nous avons tendance à penser qu'une chose n'a de valeur que si elle dure toujours, et que tout ce qui finit est, par là même, dépourvu de sens. Mais regardez votre propre vie. Une mélodie n'est pas dénuée de sens parce qu'elle s'achève. Au contraire, c'est sa fin qui lui donne sa forme, son émotion, sa beauté. Une note qui durerait éternellement ne serait plus de la musique. Un coucher de soleil ne perd pas sa splendeur parce qu'il s'éteint en quelques minutes. C'est justement parce qu'il est éphémère que vous vous arrêtez pour le regarder. La valeur ne vient pas de la durée. Elle vient de l'existence, de la rareté, de l'intensité de ce qui est. Et de ce point de vue, l'univers, même condamné, est d'une richesse inouïe. Nous faisons souvent l'erreur inverse, et elle empoisonne nos vies sans qu'on s'en rende compte. Nous remettons à plus tard, nous reportons, nous traitons le présent comme un simple couloir vers un avenir qui, lui, compterait vraiment. Comme si la valeur des choses était toujours devant, jamais ici. Mais la cosmologie nous enseigne exactement le contraire. Il n'y a pas de permanence à atteindre, pas de point d'arrivée où l'on pourrait enfin se reposer dans l'éternel. Il n'y a que le flux, le passage, l'éphémère. Et donc, si quelque chose doit avoir de la valeur, ce ne peut être que maintenant, dans le transitoire, ou jamais. L'univers ne nous offre pas l'éternité comme récompense de la patience. Il nous offre l'instant, fugace et éclatant, comme seule monnaie réelle. Pensez à toutes les choses qui n'existent que parce qu'elles ne durent pas. Une vague n'existe que dans son mouvement. Figez-la, et ce n'est plus une vague. Une flamme n'est flamme que parce qu'elle consume. Éternelle et immobile, elle ne serait plus du feu. Une vie n'est vivante que parce qu'elle avance vers sa fin. Sans cette fin, ce ne serait plus une vie, mais une statue. Le mouvement, le changement, le passage, qui nous semblent être les ennemis de la valeur, en sont en réalité la source même. Un univers éternel et figé serait un univers sans vague, sans flamme, sans vie, sans rien de ce qui nous émeut. C'est parce que tout passe que tout peut être beau. Et c'est parce que l'univers meurt qu'il a pu, l'espace d'un matin, être si magnifiquement vivant. Pensez à tout ce qui a déjà eu lieu et qui ne pourra jamais être effacé du fait d'avoir eu lieu. Il y a eu des étoiles. Il y a eu des galaxies tournant dans le silence. Il y a eu, sur au moins une petite planète, des océans, des forêts, de la musique, des regards échangés, des mains tendues, des questions posées au ciel. Quoi qu'il advienne dans 10 puissance 100 années, rien ne pourra faire que cela n'ait pas existé. La mort thermique future n'efface pas le passé. Elle ne le rend pas faux ni vain. Le fait que vous ayez vécu, que vous ayez aimé, que vous ayez levé les yeux, une nuit vers les étoiles, est inscrit pour toujours dans l'histoire réelle de l'univers, indépendamment de ce qui viendra après. L'éternité du néant final ne peut rien contre la réalité de ce qui fut. Il y a aussi, dans cette lucidité sur la fin, une forme de fraternité qui devrait nous toucher. Nous partageons tous, vous, moi, chaque être humain qui a existé, chaque être vivant qui existera, le même sort à l'échelle cosmique. Nous sommes tous des passagers de la même brève traversée lumineuse entre deux obscurités. Cette communauté de destin, au lieu de nous écraser, pourrait nous rapprocher. Si tout est éphémère, alors chaque instant partagé prend une valeur infinie. Si la lumière doit s'éteindre, alors la lumière qui brille maintenant, en vous, autour de vous, dans les yeux de ceux que vous aimez, mérite d'être chérie comme le trésor rare et menacé qu'elle est réellement. La conscience de la fin n'est pas une invitation au désespoir. C'est une invitation à l'attention, à la présence, à l'amour de ce qui est, tant que cela est. Il y a dans cette communauté de destin de quoi adoucir bien des choses qui nous divisent. Nous passons tant de temps à nous opposer, à nous comparer, à nous croire séparés les uns des autres par 1000 frontières. Et pourtant, vu depuis l'échelle de l'univers et de sa mort, l'humanité tout entière n'est qu'une seule et même flamme vacillante, allumée pour un instant infime sur un grain de poussière dans un cosmos qui finira par tout éteindre. Chaque personne que vous croisez partage avec vous exactement le même sort cosmique, être apparu dans la lumière brève de l'ère stellifère et devoir s'en aller avant la longue nuit. Cette fragilité commune, si on la prenait vraiment au sérieux, devrait nous rendre infiniment plus doux les uns envers les autres. Car nous sommes des compagnons de naufrage sur un radeau de lumière qui dérive vers l'obscurité, et le peu de temps que nous avons ensemble est tout ce que nous aurons jamais. Dans cette perspective,
La rancune, la cruauté, l'indifférence paraissent soudain absurdes, presque obscènes. Pourquoi gâcher l'unique aube, le seul matin du monde, en querelle, quand on pourrait le passer à se réchauffer mutuellement à la lumière, tant qu'elle brille? La mort de l'univers, loin de rendre nos vies dérisoires, leur confère une gravité tendre. Elle nous murmure que les seuls trésors réels sont les liens que nous tissons, les regards que nous échangeons, la chaleur que nous nous donnons, ici, maintenant dans cette parenthèse lumineuse qui ne se rouvrira pas. Et c'est peut-être là le dernier enseignement de cette histoire. Les anciens cherchaient l'éternité. Ils voulaient des dieux immortels, des âmes impérissables, des cités éternelles. La science moderne nous offre autre chose, de plus dur mais de plus vrai. Non pas l'éternité, mais le miracle du transitoire. L'univers ne durera pas toujours, vous non plus. Mais l'univers est, en ce moment même, d'une beauté écrasante, peuplé de centaines de milliards de galaxies, traversées de lumière, et il a produit, contre toute attente, des êtres capables de s'en émerveiller. Que tout cela soit voué à finir ne le rend pas moins précieux. Cela le rend infiniment plus précieux. Il faut renoncer, je crois, à cette vieille idée que seul l'Éternel mérite notre attachement, et que tout ce qui passe ne serait qu'illusion ou vanité. C'est peut-être la plus belle libération que la cosmologie puisse nous offrir. Pendant des millénaires, on a méprisé le monde changeant au nom d'un au-delà immuable, on a regardé de haut le périssable au nom de l'impérissable. Mais si la science a raison, alors l'impérissable, dans cet univers, n'est qu'un autre nom du mort, du vide, du froid sans histoire. C'est le périssable, au contraire, qui porte toute la lumière, toute la vie, toute la beauté. Inverser cette hiérarchie ancienne, cesser de mépriser ce qui passe pour apprendre enfin à le chérir, voilà peut-être la sagesse que nous tendent les étoiles mourantes. Et il y a, dans cette acceptation, une paix profonde qui attend ceux qui la trouvent. Cesser d'exiger l'éternité, cesser de tenir rancune au temps de nous emporter, c'est se réconcilier avec la nature même de l'existence. L'univers ne nous a pas trahis en étant mortels. Il nous a fait à son image, éphémère et lumineux. Accepter cela, ce n'est pas se résigner, c'est s'accorder enfin à la musique de ce qui est. La vague ne se plaint pas de retomber. La flamme ne supplie pas de brûler toujours. Et nous, qui avons reçu le don plus grand encore de savoir tout cela, nous pouvons choisir, plutôt que de redouter la fin, de célébrer le fait stupéfiant qu'il y ait eu, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose plutôt que rien, de la lumière plutôt que du noir, de la conscience plutôt que du néant. Revenons, pour finir, à la phrase par laquelle tout a commencé. L'univers est en train de mourir. Au début de ce voyage, cette phrase résonnait peut-être comme une condamnation, une sentence froide, une mauvaise nouvelle dont on aurait préféré ne rien savoir. Mais maintenant que vous avez parcouru les airs, depuis l'âge des étoiles jusqu'à la dernière braise des trous noirs, peut-être l'entendez-vous autrement. Oui, l'univers est en train de mourir. Mais mourir, c'est encore vivre. Une chose qui meurt est une chose qui, à cet instant, est encore vivante. Et l'univers, aujourd'hui, est splendidement, prodigieusement vivant. Les étoiles brillent, les galaxies tournent, la lumière voyage. Et sur au moins un grain de poussière en orbite autour d'une étoile ordinaire, des êtres conscients regardent tout cela et tentent de le comprendre. Nous ne verrons pas la fin. Aucun d'entre nous, aucune civilisation humaine, ne sera là pour assister à l'extinction du dernier trou noir. Cette mort lointaine ne nous concerne pas directement. Elle se déroulera dans un futur si éloigné qu'il appartient à une autre catégorie de réalité. Ce qui nous concerne, c'est l'inverse exact. C'est le fait que nous soyons là, maintenant, dans la lumière, à l'aube du temps cosmique, à l'instant le plus lumineux et le plus fécond de toute l'histoire de l'univers. Nous avons tiré le numéro le plus improbable à la loterie du temps. Naître jeune dans un univers jeune, avec des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. La mort de l'univers, paradoxalement, est la mesure exacte de la chance que nous avons de vivre dans son matin. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers un ciel étoilé, souvenez-vous de ce que vous regardez vraiment. Vous ne regardez pas un décor éternel et acquis. Vous regardez une jeunesse. Un moment de grâce dans la longue vie d'un univers qui s'éteindra. Vous regardez une lumière qui ne brillera pas toujours, depuis une planète qui ne durera pas toujours, avec des yeux qui se fermeront un jour.
Et c'est précisément ce qui rend ce regard sacré. Tout ce qui est beau est fragile. Tout ce qui compte est temporaire. L'univers nous l'a appris, à sa manière, par la voie de quelques télescopes et de quelques explosions d'étoiles lointaines. Il nous a montré sa propre mort pour mieux nous révéler le prix infini de sa vie et de la nôtre. Peut-être est-ce là, au fond, la vraie fonction de toute cette connaissance. Non pas nous effrayer, ni nous accabler de chiffres impossibles, mais nous rendre à l'émerveillement par le chemin le plus long et le plus sûr. Car on s'habitue à tout, et c'est la malédiction discrète de l'existence. On s'habitue au ciel, on s'habitue au soleil, on s'habitue à la présence des autres, à la lumière du matin, au simple fait stupéfiant d'être en vie et conscient dans un univers qui aurait très bien pu rester à jamais vide et obscur. L'habitude émousse tout. Et il faut parfois le choc d'une vérité immense, comme la mort lointaine de l'univers, pour déchirer ce voile d'habitude et nous faire voir, à nouveau, l'extraordinaire dans l'ordinaire. Quand vous aurez vraiment compris que tout cela est provisoire, que l'univers lui-même est en sursis, alors le banal cesse d'être banal. Une tasse de café chaud le matin devient un petit miracle de déséquilibre thermodynamique, un instant volé à l'uniformité finale. Le visage de quelqu'un que vous aimez devient une configuration de matière infiniment improbable, apparue dans une fenêtre infiniment brève de l'histoire cosmique, et qui ne se reproduira jamais. La cosmologie, cette science des choses les plus lointaines et les plus froides, finit par nous ramener au plus proche et au plus chaud, à l'instant présent, à ce qui est là, devant nous, maintenant, et qui ne durera pas. Elle nous apprend, par le plus grand des détours, l'art le plus difficile qui soit, celui de regarder vraiment ce que nous avons, tant que nous l'avons. L'univers va mourir, oui, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il brille. Aujourd'hui, vous êtes là pour le voir. Et au regard de l'éternité de froid et de silence qui finira par tout recouvrir, cette simple chose, le fait que vous existiez, maintenant dans la lumière, pour contempler un instant l'univers avant qu'il ne s'endorme, est peut-être le plus grand des miracles. Ne le gaspillez pas, c'est l'aube. Elle ne durera pas, et elle est magnifique. Alors regardez-la vraiment ce soir, ne serait-ce qu'une minute, levez les yeux, et laissez le poids de tout ce que vous savez maintenant transformer ce ciel familier en ce qu'il est réellement, le plus rare et le plus beau des matins, allumé pour vous, une seule fois, dans toute l'éternité du temps.